Tu me dis quand c'est bon, Antoine? C'est ok. Ok. Donc, bonjour à tous. Merci de nous retrouver. Nouvelle AME, on s'est pas vu depuis un petit moment. Pas mal eu de choses qui sont venues un peu perturber notre rythme habituel, des déplacements, des événements, etc. Donc, cela explique cela. Donc, je vais, comme d'habitude, commencer par un petit récap, petit brief sur ce qu'est Versity. Versity, donc 3 piliers essentiels. Le premier, le métaverse. Le second, la crypto. Le troisième, les NFT. Le premier pilier, le métaverse, s'appuie sur une modélisation 3D d'un territoire, qui peut être la France, mais pourquoi pas d'autres pays à l'avenir. L'idée étant de faire une reproduction identique, un digital twins de la réalité, pour permettre à des promoteurs, agents immobiliers particuliers de pouvoir mettre en vente leurs biens dans le métaverse, de manière à avoir un nouvel outil d'aide à la vente qui soit plus innovant que ce qui existe aujourd'hui, à savoir de la modélisation 3D simple ou du plan 2D, ou encore de la visite virtuelle 360 via des photos, mais bien d'avoir un outil 3D immersif dans lequel on peut se déplacer et entrer en interaction avec un certain nombre d'interlocuteurs tels que des banquiers, des assureurs, des décorateurs, des services de mobilier par exemple, et j'en passe. Autre axe important de la modélisation, du métaverse, c'est de pouvoir avoir un lieu où certaines personnes peuvent se rencontrer et interagir, et aussi de pouvoir avoir un certain nombre de mise à disposition de services ou de biens et services tels que, par exemple, ça pourrait être de la génération de leads vers des enseignes de prêt-à-porter, par exemple, puisqu'en se baladant dans la rue, on peut passer devant un magasin H&M, par exemple, et pouvoir cliquer sur une robe qui nous intéresse et pouvoir l'acheter directement, soit pour nous-mêmes, soit pour son propre avatar. Mais ça, c'est l'extrapolation un peu de l'idée de base qui est un métaverse dédié à la vente et à la transaction immobilière. Ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est le City. City, c'est notre monnaie, notre crypto-monnaie qui va permettre de pouvoir créer un écosystème à l'intérieur de notre métaverse, écosystème qui va permettre à la fois de pouvoir rémunérer les contributeurs du projet, à savoir pourquoi pas des builders qui viendraient nous apporter des assets permettant d'alimenter le métaverse, la modélisation 3D par exemple, des assets tels que je sais pas, du monument, des modélisations de rue, enfin tout qu'on peut imaginer à l'intérieur de notre métaverse, et pourquoi pas du mobilier par exemple aussi, de manière à avoir une banque d'assets qui nous permettra ensuite d'industrialiser pas mal de choses au fur et à mesure que le métaverse viendra se construire autour du socle de départ. Ce site permet aussi de pouvoir réaliser les transactions à l'intérieur du métaverse. Je parlais tout à l'heure de pouvoir diffuser des annonces immobilières. Et elles se feront par l'intermédiaire du site notamment. Alors, elles pourront se faire en fiat, mais convertir en site ensuite, de manière à alimenter cet écosystème, cette token économie, cette land économie, qui permettra d'avoir des actifs circulants, permettront, donc, par exemple, si je prends l'exemple d'une diffusion d'annonces immobilières, l'agent immobilier va payer soit en fiat, soit en City, soit en autre monnaie, la diffusion de son annonce, convertir ensuite en City. Ce City va rentrer dans différentes poules, dont par exemple j'ai oublié le nom de la poule, tu peux m'aider Mathieu, celle qui va permettre de rémunérer les builders, la trésorerie pool, qui va permettre de rémunérer les builders sur leur contribution. Donc ça, c'est un des axes, par exemple, mais tout ça, vous pourrez trouver ça dans la non-économie. Donc voilà pour la partie City. La partie NFT, Versity s'appuie sur le découpage d'une zone géographique, en l'occurrence la France. La France est découpée en code INSEE, et nos NFT sont
chacun des codes INSEE, donc représentés par des cartes virtuelles qu'on a diffusées lors du dernier AME, et ces cartes vont pouvoir déterminer la zone géographique sur laquelle une transaction ou toute économie, ou toute action économique se déroulera. Et en tant que possesseur de ce land, vous aurez une rétribution à chaque transaction qui aura lieu sur ce land, sur la publication d'une annonce immobilière, sur la vente d'un espace publicitaire, sur une génération de leads par exemple vers un banquier ou un assureur. Toutes ces transactions-là seront réparties à la fois sur les pools nécessaires au fonctionnement de Versity, mais à la fois à une pool qui sera de la redistribution auprès des landonneurs. Voilà, et donc le land, donc il y a 35 000 NFT à peu près, j'arrondis, qui font donc référence au code INSEE dont la France est la manière dont la France est découpée aujourd'hui. Voilà. J'étais clair ? Clair. J'ai un peu eu du mal à y mettre, pardon, ça fait longtemps, mais voilà. Okay. Et ben voilà, donc voilà, il est très bien, il y a rien qui reposte l'article Twitter sur les NFT justement, donc ça vous permet de voir à quoi ça ressemble, et pareil, je vous invite moi à aller sur le site versity.io parce qu'il y a la Land Economy Paper, vous allez pouvoir vraiment comprendre tous les détails qui se cachent derrière ces fameux NFT, et voilà. On passe aux questions. On va peut-être faire un petit point sur là où on en est, les différents événements récents. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses ? Comme tu veux. De toute façon, ça va recouper aussi avec certaines des questions, donc peu importe. Okay. Je te laisse d'arriver. Ouais, je vais juste parler d'un dernier événement majeur dans la vie du projet quand même. C'est un déplacement que j'ai fait la semaine dernière avec Vincent, qui est le directeur commercial, et qui nous a permis en fait d'aller voir ce qui se passait outre-Atlantique sur le métavers, sur les NFT, et essayer de se positionner un petit peu par rapport à tout ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait été à Las Vegas et qu'on avait reçu un super accueil au CES quand on avait présenté la démonstration de Versity, et on voulait confirmer ou infirmer ça, et ça s'est confirmé. Donc ça, c'est plutôt la très très bonne nouvelle, dans le sens où en fait l'accueil a encore été dithyrambique sur la qualité qu'on pouvait délivrer en termes de modélisation 3D et de rendu. Et donc voilà, ça nous a permis de confirmer ça et de voir comment on pourrait essayer, pourquoi pas, de s'exporter aux États-Unis, parce que c'est vrai que il y a quand même des opportunités, disons, qui semblent se dégager là-bas, et avec moins de frilosité que certains acteurs en France sur ce genre de projet. Donc voilà, et comme on est dans des phases toujours dans des projets comme celui-ci, start-up, de test and learn, c'est bien aussi d'aller tester peut-être dans d'autres pays pour voir si ça fonctionne un peu mieux ou pas. Donc voilà, donc c'est un des vrais axes stratégiques qu'on va pourquoi pas pousser. Il y a encore rien de défini, il y a encore rien de validé, mais en tout cas tous ces points de contact nous font dire que c'est peut-être une option qui est réellement envisagée. Donc voilà pour Miami. Après peut-être pour compléter Miami, pour ceux qui ont suivi d'ailleurs ou les pitchs de Vincent, donc en direct ou avec les reposts qu'on a fait, vous aurez noté que sur le premier, notamment, il y a Loïc qui a accompagné Vincent sur le pitch, et dans le côté très concret aussi de l'opportunité, c'est que Loïc est d'une part donc quelqu'un qu'on avait rencontré à Vegas et qui a investi dans le projet, et d'autre part quelqu'un qui a une vraie réussite, français, ça fait des années qu'il est aux États-Unis, vraie réussite dans l'immobilier, vraie réussite aussi dans la crypto, qui connaît
donc du coup qui a bien compris les enjeux du projet et qui est prêt à être aussi un porteur, un relais commercial pour nous aider à le développer. Donc ça c'est le point 1, c'est que très concrètement il y a un vrai relais sur place et qui connaît le marché de l'immobilier là-bas. Et qui croit au projet par rapport à ça. Et deuxième point aussi intéressant, mais ça c'est d'une manière générale aux États-Unis. Déjà c'est pas le même rapport à l'argent, donc à l'annonce de pricing, l'accueil est on va dire moins froid qu'en France. À chaque fois qu'on annonce des prix sur un marché français, il y a toujours une frilosité au premier abord. Un marché qui est beaucoup plus gros. Et puis 3, les Américains ont un pouvoir de déclencher plus vite aussi que les acteurs français. Encore une fois, tout le secteur d'activité confondu. Donc c'est pour ça aussi que par rapport au tout départ du projet, on identifie maintenant les États-Unis comme une vraie opportunité et comme potentiellement un marché aussi à prioriser. Ça veut pas dire que la France ne l'est pas, mais en tout cas il est remonté dans les priorités. Voilà pour compléter un peu ce que tu disais sur Miami. Yes. Après, il y a d'autres événements, Matt, auxquels on a participé récemment. Peut-être que tu peux en toucher 2 mots ou pas. Les événements parisiens, le BIM par exemple, le BIM World. Le BIM, c'était, on en a déjà parlé dans l'autre année ou pas. Donc j'ai pas oublié le BIM, mais je sais même plus si c'était avant, donc avant début avril. Bref, pour résumer, on a... Ouais, vas-y. Ouais, mais donc on s'est rendu au BIM et pour aller très vite. On en a déjà parlé. Donc vraiment salon dédié à la technique, axé pour le moteur immobilier principalement. Qui est, vous le savez, notre première cible en termes de business, et on allait voir là-bas s'il y avait des solutions d'automatisation pour aller encore plus vite dans la modélisation des assets. On s'est rendu compte, un peu comme Rent, que tous les acteurs sont dans la même problématique, c'est-à-dire que on est dans les mêmes workflows, il n'y a pas de solution d'automatisation aujourd'hui qui existe, il y a des tâches qui sont encore très chronophages, et donc ça ne fait qu'appuyer le fait déjà, qu'on est sur la bonne voie de la façon dont on fait, parce que les acteurs qui sont plus matures sur des verticales ont les mêmes problématiques que nous, donc déjà ça c'est plutôt encourageant. Et deuxièmement, ça ne fait qu'accélérer notre volonté de travailler avec des organismes type INRIA, CNRS ou autres de recherche pour justement apporter des solutions d'automatisation de cette modélisation qui va nous permettre d'aller encore plus vite dans le déploiement de Versity. Voilà, pour ma part. Yes. Ouais, et puis bon, après on participe à d'autres petits trucs au coup par coup hier, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. On a Cage qui est venu dans les locaux de Versity pour avoir un petit avant-goût de ce qu'on proposait, de pouvoir aussi prendre en tant qu'étudiant le pouls de ce qu'est le métaverse aujourd'hui, l'influence que ça pourrait avoir dans le futur, etc. Et aussi d'un point de vue business, puisque tu es une école de commerce malgré tout, quel business on peut faire avec le métaverse, la crypto, la blockchain, il y a eu quelques interventions de la part de l'équipe tech, de la part de Claude, de la part de Fred aussi, je crois. Bon, moi, j'étais pas sur place, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vu sur la vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo, mais ce que j'ai vu sur la photo, pardon. Donc voilà, Matt, tu veux peut-être rajouter un peu. Ouais, non, c'est parce que tu as utilisé le mot métaverse, et c'est un autre truc intéressant que tu as ramené dans tes valises de Miami. C'est que déjà en France. Ouais. Je ne voulais pas l'aborder, mais oui, ok, si tu l'abordes. Ouais. On était remis déjà sur la France, on a discuté sur la com de cette terminologie qui peut un peu faire peur, en tout cas sur le marché français. Et donc on parle plus de solutions 3D dédiées à l'immobilier, etc., et que tout ce qui est Web3 est une sous-couche qui nous aide justement à accélérer le développement de tout ça, avec tous les mécanismes dont on a déjà discuté. Et toi, Alex, tu es revenu des États-Unis avec le même constat sur le terme, mais pas pour les mêmes raisons. Je vais te laisser en parler parce que c'est toi qui... Non, pas de souci, tu peux en parler, mais non, mais en gros, le retour qu'on a eu, c'est qu'aujourd'hui, et ça on en avait déjà évoqué, je crois, pendant un des AMA, notamment celui où on parlait de méta qu'on avait rencontré. En fait, ce qui se passe, c'est que le métaverse aujourd'hui, et il faut se le dire, c'est pas quelque chose aujourd'hui qui
qui fait rêver. Pourquoi ça fait pas rêver? Parce que il y a aucun métaverse aujourd'hui dans le monde qui a explosé en termes de trafic, qui a sorti son épingle du jeu. Et donc c'est vrai que quand on se retrouve face à des investisseurs, ça a été notre cas à Miami là, puisqu'on a participé à un pitch contest, donc qu'on n'a pas gagné, mais malgré tout ça nous a quand même permis d'avoir un certain nombre de retours d'investisseurs et de gens qui sont pro-immobilier. Et c'est là où je vous dis que c'est très positif parce que les retours sont très positifs. Par contre, ce qui en est ressorti, c'est que parler de métaverse, de crypto, de Web3, aujourd'hui, pour des néophytes, c'est assez compliqué de comprendre en quoi ça va apporter quelque chose et quel en est le bénéfice. Et donc, en ayant tout ça, en recevant ces retours-là, on peut se dire que, effectivement, comme le dit Matt, c'est peut-être un vocable en fait qu'il faut revoir en termes de communication, en termes de marketing, et ne pas dire qu'on est un métaverse, même si c'est le cas et même si ce sera le cas in fine. C'est peut-être de parler quelque chose de plus utilitaire, d'un outil innovant, techno qui va permettre d'apporter une couche supplémentaire en termes de fonctionnalité par rapport à des choses qui existent déjà. Et donc de parler plus d'un outil, alors ça c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas un outil techno, un outil digital, technologique qui permet de faire de la visite en temps réel en 3D immersif, plutôt que d'un métaverse avec un avatar. Voilà. Donc, il faut un métaverse super rodé, mais en tout cas il faut peut-être le changer pour toucher plus de monde. Mais si, voilà. Non mais voilà. Donc, je pense que vous avez compris le sens de tout ça. C'est que l'idée c'est de rassurer et pas de perdre les gens. Et en fait. Ouais. Pardon. Et en fait, quand on se retrouve face à un auditoire, et là pour le coup la salle il y avait peut-être 60 personnes, et puis il y avait une cinquantaine de personnes en ligne, donc tu vois il y avait un auditoire d'à peu près un peu plus de 100 personnes, et en fait c'est quelque chose qui remontait assez régulièrement en fait. Ok, mais pourquoi vous parlez de métaverse? Parce qu'en réalité ce que vous présentez c'est un outil. Que ce soit dans le Web 3 sur la blockchain ou que ce soit en Web 2, en réalité ça reste un outil. Et c'est vrai, je pense que quand on prend un peu de recul avec tout ça, nous on le veut Web 3 parce que on a une notion communautaire derrière et qui va permettre que le projet fonctionne, in fine dans l'avenir. Après, là dans l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, on a besoin de clients pour générer du chiffre d'affaires, pour faire en sorte qu'on ait des biens à mettre sur le site, enfin sur la plateforme tout simplement. Effectivement, peut-être qu'il faut qu'on s'adapte à notre audience plutôt que nous à absolument vouloir être blockchain addict et le mettre en avant de cette manière-là. Donc voilà. Ouais, encore une fois, notre client final, Madame Michu, elle s'en fout un peu en fait de la couche technique. Elle, ce qu'elle veut, c'est que ça soit utilisable et que ça lui apporte une utilité. Si on peut parler avec du e-commerce, Madame Michu, qu'elle aille sur un Shopify ou sur un e-commerce ou sur un PrestaShop, l'essentiel, c'est qu'elle ait un parcours client qui lui permette d'acheter facilement en ligne. Et la couche technique, on s'en fout un peu finalement, et c'est un peu ce qui ressort. Donc il faut vraiment qu'on mette en avant l'utilité, beaucoup moins que cette couche tech. Yes. Matt, il est déjà 12h22, on passe aux questions. On passe aux questions. On va peut-être avant les questions donner l'autre événement qui s'est passé entre donc début avril et aujourd'hui et qui va répondre au moins en partie à certaines des questions qui ont été posées. Comme on vous l'avait dit sur les précédents AMA et notamment début avril, devait y avoir changement de marché qui s'accompagnait d'une levée de fonds à hauteur de 10 millions. Pour ceux qui sont à fond dans le projet, qui font leurs recherches, vous avez déjà eu l'info. Et donc, ce changement de marché ne s'est pas fait comme il devait se faire là, courant avril, et a été décalé plutôt sur le dernier quarter de l'année. Pour différentes raisons, et aujourd'hui, tant qu'elles n'ont pas été officialisées, c'est compliqué de vous donner l'exhaustivité des raisons, mais ça viendra. Donc en tout cas, il y a ce décalage. Toujours est-il que ça ne va pas porter préjudice au projet d'une manière générale. Bien évidemment, avoir 10 millions en moins, donc c'est pas 10 millions
ça va ralentir certains développements. On va rester transparent comme on a toujours été. Mais en tout cas, ça ne met pas un coup d'arrêt sur le projet, loin de là. Néanmoins, je vais juste ajouter un truc. Néanmoins, ce que ça permet de faire quand même, parce que même si c'est un petit coup d'arrêt, comme le dit Mathieu, enfin, même si c'est un petit coup de ralentissement, comme le dit Mathieu, ça nous permet de nous reconcentrer et de nous recentrer sur les éléments qui nous semblent essentiels au projet, et notamment déterminer nos cibles et quelles sont les business lines principales qu'on doit développer pour que le projet soit une réussite. Voilà. Ouais, on est obligé de passer de l'efficacité à l'efficience. Voilà, on terminera sur cette phrase. Mais en effet, il faut que 10 millions qui devaient arriver et qui n'arrivent pas, forcément, ça oblige à se recentrer. Il y a quand même une qui est en train d'être faite, qui sera pas à hauteur de 10. Aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, vraiment, à date, on va éviter de s'avancer sur des chiffres. Il y a quand même une levée qui va être faite, mais qui va nous obliger à se concentrer, évidemment, et à reprioriser certaines choses. Mais encore une fois, l'efficience a aussi du bon. Donc tout continuera à avancer comme il se doit. C'est juste qu'on va mettre l'accent sur les choses prioritaires et aussi sur les marchés qui sont prioritaires, pour accélérer la mise du projet au produit, donc vraiment la mise sur le marché de la City. Et aller déclencher du contrat du cercle. Yes. Et du coup, Clément, on va répondre à ta question tout de suite, parce que évidemment, on avait conditionné le fait du listing du City au changement de marché et à la réussite de celui-ci et donc de la levée de fonds. Donc, qu'en est-il du listing? Est-ce que c'est reporté au quarter? Non, c'est pas reporté au quarter 4. Matt, tu peux donner des précisions? Ouais, alors non, ça va pas être reporté. L'ICO va être clôturé. Je vais pas vous donner une date précise, mais en tout cas, là, la décision est prise de clôturer l'ICO. Parce que c'est demain, dans une semaine, dans un mois, encore une fois, on reviendra avec plus de précision. On est en train de signer un contrat avec un exchange pour le listing. Comme je dis qu'on est on est vraiment sur les dernières clauses. Pareil, on vous donnera un nom quand ça sera signé, on va éviter de s'avancer, mais là on est vraiment sur les dernières clauses cette semaine, donc ça devrait être signé cette semaine. Donc là l'idée, clôturer l'ICO, j'ai envie de dire dans les semaines à venir, et listing dans le même temps. On vous avait annoncé avant fin juin, je crois, de mémoire, ce sera le cas, puisque on arrive début mai là, et ça va se faire, on va pas dire courant du mois de mai, j'en sais rien en fait. Est-ce que ce sera le 5, le 10, le 15, le 31, il y a 31 mai, un jour, je sais plus, ou le 5 juin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera sur le premier semestre, sur la fin de ce premier semestre. Donc voilà, et les précisions à venir dans les jours qui viennent. Ouais. Que ce soit sur le listing que sur la fin de la seconde émission. Ouais. Merci Clément. Et c'est dit. Il dit merci pour les réponses. Ok, donc on enchaîne du coup. Je suis en train d'écouter le replay. Pour les NFT, vous dites qu'ils seront évolutifs vis-à-vis de leur PIB, ils seront donc modifiables, point d'interrogation. Ça marche comment niveau smart contract et sécurité, ou alors il y aura des burns et récréation de nouveaux levels? Alors, quand on dit que vas-y. Comme tu veux. Non, mais en fait, quand on dit que c'est modifiable, quand on dit qu'ils sont évolutifs, non, ils ne sont pas modifiables, ils sont évolutifs. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque carte NFT, comme on a pu vous les diffuser, vous voyez qu'il y a des informations, en fait, on pourrait croire en dur, en fait, dans les chiffres, notamment la population, le revenu moyen, etc. Et ben non, en fait, ces chiffres-là, c'est ceux-là qui vont être évolutifs. C'est-à-dire que, en gros, un nombre d'habitants sur le code INSEE, en l'occurrence, lui va évoluer dans le temps. Et donc, à chaque fois que l'INSEE remettra à jour ces données, comme c'est
cartes NFT sont interconnectées, et tu m'arrêtes là si je me trompe, Matt, à la base de données INSEE, elles se mettront à jour automatiquement sur la carte. Et donc, ça fera évoluer le placement du NFT dans les différentes catégories, puisque alors ça sera notamment sur la partie attractivité du NFT, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de transactions sur un NFT, il aura tendance à évoluer dans son classement. C'est pas forcément les données démographiques qui vont le faire évoluer, c'est plus la partie qui est corrélée au business qui va avoir lieu sur ce NFT et le nombre de transactions qu'il y a sur ce NFT et le montant des transactions. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si un NFT dans la Creuse, on avait imaginé au départ, enfin on avait imaginé des chiffres qu'on pouvait avoir nous faisait dire que c'était un NFT Explorer niveau 2, et que finalement ce code INSEE pour X raisons, je sais pas moi, un parc d'attractions s'implante sur ce code INSEE, va fortement générer de l'attractivité de ce code INSEE tant sur l'immobilier que sur la publicité par exemple. Et fatalement il va y avoir des transactions sur ce code NFT et donc ce code INSEE et donc forcément la valeur de ce code INSEE va augmenter dans le temps et il passera peut-être d'une catégorie 2 Explorer à une catégorie 1 Premium. Voilà. Et donc il changera de catégorie, donc de couleur, etc. Matt, je sais pas si tu veux préciser autre chose. Ouais, pas de borne prévue, pas d'impact dans le smart contract. Les données qui sont vouées à évoluer, pardon, seront donc je te vois dans cet étage, je me dis ça va être moins expliqué. Quand je te vois dans cet étage, voilà. Ça va être moins expliqué, mais j'ai pas envie. Ensuite, vous pensez qu'on pourra directement transférer des cities sur des cities du site web sur un Ledger Live? Je n'ai pas la réponse, moi. J'ai pas la réponse. Okay. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je sais pas, à creuser. À creuser. Longtemps. Désolé Alex, hein, j'avoue que la question date un peu, elle est du 5 avril. On a, compte tenu des derniers événements, on n'a pas trop eu le temps de se pencher sur les questions qui ont été posées, donc on n'a pas vraiment eu le temps de préparer, mais on va creuser la question, on va te répondre rapidement. Et pour répondre à Clément, oui, bien sûr, on pourra transférer sur des wallets. C'est vraiment le Ledger Live en tant que tel où j'ai pas la réponse. Enfin, on n'a pas la réponse, pardon. Mais transférer dans l'absolu sur un MetaMask comme dit Aria, oui. Voilà, faut juste voir la compatibilité avec le cas spécifique du Ledger. Yes. Jarod, salut Loulou, j'espère que vous allez bien. Une petite question avant nous idée de ce que va coûter pour un professionnel proposer ses services d'Inversity, Archil, DPE, Home Staging, ainsi que les éventuels partenaires de l'immobilier. Est-ce que cela va générer un abonnement et une prestation? Alors, en fait, on est en pleine étude de marché justement sur la partie qu'on appelle e-business en interne chez nous. Donc, toutes les activités dont tu parles là, Archi, DPE, Staging, etc., font partie de cette étude de marché. Et une étude de marché, vous savez à quoi ça sert, hein, ça sert à positionner en termes de pricing et de voir combien ces prestataires-là seraient prêts à acheter notre service. Donc on est en train d'établir ce pricing-là, on est en train d'établir la manière dont on va le commercialiser. Et oui, l'abonnement fait partie des options parce que rien de mieux qu'un abonnement pour fidéliser. Donc voilà. Donc en tout cas, les options sont sur la table et le prix de la prestation en tant que telle, elle va être établie là dans les semaines qui viennent, puisqu'on a nous des objectifs et des impératifs justement à délivrer des business plans maintenant aux investisseurs du projet. Ouais, pour préciser, alors on a déjà travaillé sur le pricing bien entendu.
vous n'êtes pas sans savoir que on travaille au quotidien aussi à l'optimisation de la 3D. Donc, c'est-à-dire que le pricing, aujourd'hui, on est en train de l'affiner par rapport aux avancées de modélisation qu'on fait. Au plus on automatise, au plus on permet soit de marger, soit d'être concurrentiel. Donc, on a déjà une première grille qu'on est en train d'affiner et qu'on vous transmettra quand elle sera finalisée. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'en effet, il va y avoir différents modèles économiques. Il y a vraiment le modèle économique sur l'immobilier en lui-même, que ce soit les promoteurs, les agences, etc., où là, on va se rapprocher, on va dire, d'un studio 3D X, un seul logé, c'est-à-dire, dans l'idée, dans la conception de ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas, un coût de setup, notamment sur la promotion immobilière, parce que monter un immeuble avec 60 lots dedans, etc., là, un coût de setup, et après, un abonnement mensuel pour la visibilité, le maintien, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un premier modèle qui est vraiment le modèle qui est lié au métier direct de la transaction immobilière. Et après, quand on parle des banques, assureurs, etc., on serait plus sur un modèle de lead, donc de revente au lead, donc de vente de contact. Donc voilà, donc on a différentes typologies de modèles et là on est en train d'affiner les différents. Alex? Ouais, ton micro va couper, je crois, Matt, à la fin, mais... Ah bon? Ouais, peut-être quand tu... Je sais pas, quand tu bouges... Ah oui, c'est vrai, faut pas que je bouge le disque. Ok. Ensuite, autre question. Qui peut devenir une proposition? Avez-vous cherché à trouver des partenaires éco-responsables et éventuellement estimer l'impact écologique apporté par l'utilisation de Versity? Ça fait partie des sujets qu'on évoque depuis le départ dans l'équipe. C'est-à-dire que l'impact environnemental aujourd'hui du digital au sens large du terme fait écho à beaucoup de secteurs d'activité et on a évidemment pensé que Versity pourrait être une solution à plusieurs impacts en fait environnementaux, notamment sur la partie immobilier et notamment visite. C'est-à-dire que le fait de se déplacer pour aller visiter un bien immobilier aujourd'hui a un impact conséquent sur l'environnement, notamment quand on décide en tant qu'investisseur étranger d'aller investir dans un autre pays. Et c'est aussi là, tu vois, où l'intérêt d'aller regarder un peu aux US fait sens pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains aujourd'hui qui investissent en France et inversement. Donc ça peut avoir un impact direct. Après, est-ce qu'on a des partenaires éco-responsables aujourd'hui? Non. Mais est-ce que c'est dans notre roadmap? Oui. On a eu déjà échangé avec plusieurs acteurs. On a échangé aussi avec une personne de rappelle-moi l'assaut. Surfrider Foundation. Ouais, Surfrider Foundation, c'est ça. Et en fait, là aussi, de la part de ces organismes-là, ONG, il y a un vrai intérêt à pourquoi pas se rapprocher de projets comme d'autres, parce qu'on pourrait leur permettre, via le business généré sur notre plateforme, leur permettre d'avoir pourquoi pas du financement supplémentaire ou pourquoi pas aussi avoir un impact direct sur l'environnement et sur l'écologie. Donc voilà. Donc oui, ça fait partie des aspects qu'on prend en compte. Ouais, il y a plein de petits exemples comme ça, mais c'est vrai qu'on qu'il y a une grosse politique de replantation d'arbres, etc. Donc c'est pareil, c'est des discussions qu'on a sur pourquoi pas modéliser ces espaces et les mettre en avant pour pouvoir sensibiliser aussi les personnes, les visiteurs de Versity à ce genre d'action. Et puis aussi en amont, tout simplement dans notre développement, la philosophie qu'on essaie d'y mettre. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas évidemment 100% green, mais au moins dans ce sens-là, c'est-à-dire que déjà on essaye au maximum de travailler avec des boîtes régionales
puis française, et puis s'étendre si on ne trouve pas les bons partenariats dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première chose. En tant que responsabilité, on n'est pas forcément sur l'écologie, mais en tout cas sur la responsabilité. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, oui, pour la techno de pixel streaming, on est sur du Amazon, mais on est en train de chercher s'il y a des prestats qui peuvent délivrer la même qualité, mais avec du plus green. Et notamment dans les prestats, on a Scaleway, donc qui est une filiale pour faire très simple, de Free, Xavier Niel, etc. Donc boîte française, et deux, où justement ils ont des data centers qui sont un peu plus green que des data centers chez Amazon. Donc on est en fait sur toute la chaîne, sur l'ensemble de ces démarches. C'est-à-dire qu'on l'introduit dans chacune de nos réflexions. Des fois on peut les mettre en place parce que techniquement c'est possible par rapport à la finalité de ce que l'university, et des fois malheureusement ça ne l'est pas et on est obligé de prendre d'autres décisions. Mais en tout cas on a bien cette conception en tête dans chacune de nos prises de décision. On a aussi discuté à reverser justement, essayer de calculer ce que tu disais tout à l'heure, l'empreinte carbone des serveurs que pourrait représenter Versity, je vais y arriver, et d'avoir une compensation à même hauteur en dégageant une partie du CA et le reverser à des associations. C'était d'ailleurs une des discussions avec Soft Radio Foundation. Voilà, donc on a toutes ces discussions en tête. Il n'y a rien qui est finalisé aujourd'hui, mais on demande sur son truc. Yes. À combien estimez-vous le nombre de NFT nécessaires pour générer un nombre suffisant de transactions pour que le projet survive? Alors moi, je ne parlerai pas du nombre de NFT nécessaires, parce que les NFT, de toute façon, il y en a 35 000 sur la France, liés au code INSEE. Je crois que c'est à peu près arrêté à 34 000. Ouais, pardon. Donc voilà, non, ce qu'il faut avoir en tête pour que le projet survive, c'est ce que je disais au début, c'est qu'on réussisse à avoir le nombre de transactions sur des NFT, enfin des nombres de transactions business sur la plateforme. Et ces transactions business, c'est de la diffusion d'annonces immobilières, c'est pourquoi pas de la génération de leads, c'est de la publicité, etc. Ça permettra que le projet survive. Le fait que le nombre de NFT vendus ou générés ait un impact, pas réellement. Ça va avoir un impact sur celui qui va les acquérir, mais pas forcément sur la continuité du projet ou sa réussite. Ouais, et pour faire très 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 simple, dans le BP, la vente des NFT n'est pas une ligne de CA qui impacte la viabilité du business ou pas. Donc, vendre 0 NFT ou les 34 900, ça n'impacte pas dans nos BP la viabilité du business. Évidemment, ça apporte du CA en plus. Évidemment, ça pourra apporter des choses en plus qui permettent d'accélérer la croissance du projet. Mais en tout cas, c'est pas une ligne qui exprime la viabilité du projet ou pas. C'est le côté Web 3 du projet. C'est le côté communautaire et Web 3 du projet, les NFT. C'est pas économiquement ce qui permettra que le projet survive, en tout cas. Il y a Lolo qui revient. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu, Lolo. Avec plein de questions. Parce qu'il a écouté l'AME du 4. Donc pas de claim du token avant 2024. On a déjà répondu. Si. Google ne serait pas un concurrent car pas très avancé sur le Web 3. Visiblement, on aurait dit ça. Google est très impliqué dans le Web 3, plus que Versity. Ok. Par rapport à Google, tu peux te répondre à ça. Si je me souviens, je dis peut-être des bêtises, et Lolo, n'hésite pas, comme ça on reprécisera aussi. Et encore une fois, n'hésitez pas, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, mais à nous donner peut-être des heures et des jours où vous êtes plus dispo, où on peut en discuter en direct. Ça permet d'être peut-être plus précis dans les réponses qu'on apporte, parce qu'à chaque fois il y a de la latence entre les questions et les réponses. Mais en tout cas, à un moment, moi, je me suis exprimé sur Google, qui par exemple, s'il s'affiliait à un Matterport ou un promoteur, pourrait devenir un concurrent. Alors déjà, dans l'absolu, oui, ça pourrait devenir un concurrent. Mais ce que je disais, c'est que déjà, ils sont moins avancés que Versity sur ce plan-là, peut-être pas sur le Web3 d'une manière générale, mais sur vraiment ce plan business. Et encore une fois, ce qu'on intègre, nous, dans le produit, va plus loin aussi que de la modélisation d'extérieur pour Google et d'intérieur pour Matterport.
parce qu'on a du serviciel, on a du conversationnel, il y a plein de choses derrière, il y a plein d'autres couches. Donc, on a une proposition de produit qui est très large et moins horizontale que des spécialistes de certaines verticales que l'on traite. Donc, c'est ça que j'exprimais, si c'est à ça que tu fais référence, Lolo, c'est que Google pourrait être un concurrent, je pense pas direct, et voilà, même si on continue à aller dans le développement de projet tel qu'on l'entend, on pourrait peut-être même intéresser Google, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour des investisseurs ou pour une boîte. Voilà. Yes. Autre question. Le CA de LADP a été augmenté de la valeur du projet Verity, ce qui a permis un changement ce qui leur a permis un changement de marché boursier. Alors, il n'y a pas eu de changement de marché, comme on l'a expliqué tout à l'heure au début de l'AME. C'est paru dans les articles de presse il y a plusieurs mois expliquant ce système de marché. Donc, LADP a fait rentrer des gains liés à Verity dans son CA, légal ou pas, j'en sais rien. Ni ce que cela implique. Alors c'est légal puisque si c'était pas légal on n'aurait pas pu le faire. On est contre-aidé par un cabinet de commissariat aux comptes qui s'appelle Price Waterhouse Coopers. J'arrive jamais à prononcer. PwC, ça. Quoi? PwC, ça. Oui, PwC, c'est plus simple. Donc voilà, qui sont les je pense le plus gros cabinet d'expertise et de contrôle de gestion. Voilà. Donc voilà, si c'était pas légal, ils nous auraient interdit de le faire et donc ça a été fait comme ça. Après, est-ce que ça nous a permis de changer mon marché? Non, parce qu'on l'a expliqué au départ, ça a été reporté pour la fin de l'année. Donc voilà, je ne vois pas quoi préciser de plus là-dessus. Verity travaille sur des assets pour modéliser plus facilement. Oui. Il n'y a pas de question. Vous retournez aux USA voir des investisseurs alors qu'ils ne peuvent pas investir. Alors, ils ne peuvent pas investir dans l'IPO. En revanche, ils peuvent investir dans la société. Et donc, c'est pour ça qu'on va les voir, notamment. Et comme on l'a dit au début de cette AME, aussi pour juger, enfin, pas juger, en tout cas, lever j'ai pas entendu. J'ai dit confirmer le potentiel marché, quoi. Voilà. Il est déjà détecté. Exactement. Ensuite, aucune case cochée sur la roadmap de la Q1, très déçu qu'aucun délai ne soit tenu. Nous aussi, Lolo, on est déçus de ne pas tenir les délais qu'on avait établis et la roadmap qu'on avait publiée. En revanche, voilà, pour toutes les raisons qu'on vous a déjà évoquées, c'est vrai que on prend du retard. La partie investissement a été une des grosses raisons pour lesquelles on a pris ce retard sur la roadmap. On avait légitimement pensé qu'on pourrait tenir ces délais grâce aux investissements qu'on aurait pu avoir. Il s'avère que ces investissements sont décalés et donc fatalement ça fait décaler cette roadmap. En revanche, vas-y. Non, t'as dit en revanche, on va peut-être dire la même chose, donc je laisse finir. Ouais, non, en revanche, on veut aujourd'hui sortir un MVP qui soit le plus fidèle aux attentes marché. Et donc, on va se donner les moyens de sortir ce MVP qui soit fidèle aux attentes du marché, et notamment du marché de la promotion immobilière. Parce que c'est une des business lines hyper importantes pour nous aujourd'hui pour la réussite de ce projet, parce que c'est grâce aux promotions et aux promoteurs immobiliers qu'on aura un nombre significatif de lots à diffuser sur la plateforme et qui donc générera du business par la suite. Et donc là, nous aujourd'hui notre objectif c'est celui-là, c'est d'aller au bout de ce MVP et donc fatalement de rattraper un peu ce retard sur la roadmap au fur et à mesure. Et là, le fait qu'on n'ait pas eu ce changement de marché, donc cette grosse levée liée à l'augmentation de capital, ne met pas un coup d'arrêt, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. On a d'autres leviers aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des financements et donc de poursuivre le projet et donc de pouvoir rattraper un tantinet cette roadmap qui a un peu glissé. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Ouais, non. Pour une fois, non.
Non, je compléterai en disant, et comme on l'a dit aussi déjà à plusieurs égards, c'est que le moment où on a construit la toute première roadmap, même si elle a été changée, au moment où on a construit la tokenomie, etc., on n'était pas du tout dans le même état d'esprit, que ce soit le marché Web3, donc on était avant le bear market, et aussi l'aspect économique d'une manière générale. Ce qui fait qu'en effet, les côté investissement, comme disait Alex, ça n'a pas déroulé comme ça aurait dû le dérouler. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi, ce qu'il faut prendre en compte, des choses qui n'étaient pas prévues dans la roadmap initiale qui sont venues s'intercaler. On a beaucoup là évoqué le sujet des États-Unis. Les États-Unis ne sont jamais apparus, ouais, c'est à peu près français, ne sont jamais apparus dans aucune des roadmaps, même les mises à jour. Et pour autant, on a une belle avancée aux États-Unis, on a un partenaire aux États-Unis, on a fait des modélisations pour le marché US, et c'est pareil, commercialement, là, on est quasiment prêt à lancer l'US. Donc ça, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas et qui vient en plus. Les NFT, au départ, on n'avait jamais pris sur évolutif, donc bah voilà, c'est des choses qui nous ont fait prendre du temps. Donc qui nous ont fait prendre un peu plus de temps, etc., etc. Donc il y a plein d'exemples comme ça aussi qui n'étaient pas dans la roadmap ou qui n'étaient pas prévus au départ et qui nous sont venus faire glisser des choses qui étaient écrites noir sur blanc. Mais pour autant, il y a d'autres choses qui ont avancé en lieu et place. Encore une fois, je pense que c'est... déjà, on se différencie, on va dire, d'une roadmap, d'un produit Web3 un peu classique parce que le projet est beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux et vu qu'il a du potentiel, il intéresse les gens, donc ça nous fait revoir des priorités. Donc ça c'est parce qu'on n'est pas juste à lancer, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est concret, on n'est pas juste à lancer une collection de 2000 NFT, c'est beaucoup plus large que ça, donc la roadmap est plus compliquée à tenir, et après, comme toute entreprise, comme tout business, on avait un plan initial, on a commencé à développer, il y a des choses qui sont un peu moins bien passées que prévu, il y a des super nouvelles qui sont arrivées entre deux, où on a réagi aux parce qu'on est là pour ça. Donc cette adaptation fait qu'en effet, il y a des cases qui n'ont pas été cochées, mais à l'inverse, il y avait des cases qui n'existaient pas, qui existent aujourd'hui et qui sont cochées et qui ont peut-être même plus de potentiel que celles qu'on devait cocher au départ. Donc voilà, c'est tout ça aussi qu'il faut remettre un peu en perspective. Yes. Merci, monsieur Aubert. Non, très bien. Très bon complément. Tac. Attends, est-ce que je l'ai lu ça là retournez aux USA voir les investisseurs, ça va gagner un coup. Donc, qu'est-ce que ok. Il y a beaucoup de questions à la fuite de la part de mon ça va Quoi J'ai entendu. Ouais. Tac. C'est sympa le format carte avec l'intitulé. Alors, il parle des NFT. Là, c'est sympa le format carte avec l'intitulé et tout ça. Les NFT auront des paramètres visibles qui évolueront. Et donc, ça, c'est cool. Est-ce qu'il existera un système de burn ? Non. Pas de système de burn sur la land economy. Il y a un système de burn sur la token economy, mais pas sur la land economy. Alors après, il met une suggestion parce que dans le lot, il y aura énormément de codes INSEE qui ne vaudront rien. Comment tu peux répondre ? Oui, vas-y. Alors, il y a des NFT qui ne vaudront rien. Oui et non. Déjà, de prime abord, faut jamais oublier la valeur sentimentale. Typiquement, moi, je suis né dans un village de campagne. Il vaut peut-être rien pour Alex. En revanche, pour moi, j'avais peut-être envie de l'acheter juste pour de l'affect. Et donc, il a quand même une valeur pour moi, alors qu'il n'en a pas pour Alex. Donc ça, déjà, c'est le premier élément de réponse sur la notion d'affect chez les personnes. Et la deuxième, c'est que, et je prends souvent cet exemple, il y a des NFT qui, à leur sortie, n'ont pas forcément une valeur par rapport au marché de l'immobilier à l'instant T. C'est vrai. Mais peut-être que déjà demain ils vont en avoir parce que c'est une zone qui peut se développer sur l'immobilier, mais aussi en fonction de l'évolution de Versity, vers quoi on va tendre comme fonctionnalité. Je prends toujours cet exemple, je ne sais pas quel code INSEE ça correspond exactement, mais imaginez le code INSEE où se passe le festival des vieilles charrues, qui a aucun potentiel économique aujourd'hui parce qu'il y a dessus. En revanche, demain, on donne la possibilité de faire de l'événementiel et de dupliquer des événements réels dans Versity.
celui qui a ce code INSEE et qui met en place une retransmission, je sais pas quoi, une gamification du spectacle des vieilles charrues, là de suite le code INSEE va prendre une toute autre valeur. Donc pour ces deux aspects, je pense pas qu'il y ait un code INSEE qui n'a aucune valeur. Un, il peut en avoir par rapport à l'affect, et deux, il peut en avoir par rapport aussi à ce que deviendra Versity plus tard. Yes. Et autre question sur la partie des NFT, vu le nombre colossal des NFT, est-ce que des mints moins chers seront possibles afin de minter le maximum? Je te laisse répondre. De toute façon, la politique commerciale des NFT, vous avez vu, il y a 5 catégories, enfin 2 catégories Premium Explorer et 5 sous-catégories. Déjà, évidemment, on ne sera pas sur les mêmes conditions. Déjà, tous les NFT seront vendus aux enchères. Sur les premiums, il y aura un prix de réserve et ce prix de réserve sera différent aussi en fonction du potentiel. On va dire le prix de départ, ça sera pas le même. Et après, sur les Explorers, il n'y aura pas de prix de réserve, donc ils pourront être achetés pour pas grand-chose. Pour faire simple, sauf si, encore une fois, il y a tous ceux qui sont nés dans ce pauvre petit village qui se battent aux enchères pour l'avoir, parce qu'il y a beaucoup trop d'affaires. Et voilà. Donc l'idée est de faire en sorte que ça soit assez accessible et qu'on puisse sold out les collections au fur et à mesure. Yes. Arfgang, est-ce qu'un listing sur Capiosa est envisageable? Alors il précise que ils veulent lister le plus grand nombre de petites cryptos possibles. Leur com, ils la font sur le fait de permettre d'acheter des low cap avec une CB ou un Google Pay hyper simplement, donc très intéressant. Leurs devs sont hyper sérieux, je trouve. Écoute, franchement, on n'a pas été voir vers Copiosa. Donc moi tu me l'apprends, donc écoute, je vais aller regarder. Non, creuser, ça a du sens, Ouais. comme tu le dis, si en plus il y a un qui est un peu plus Web 2 entre guillemets, ça a tellement du sens par rapport au... Alors, je ne le connaissais pas, pour être très honnête, donc je vais aller jeter un œil. Et Tiamat? Non, je dis ouais, totalement. Apparemment, le financement à 10 millions a été validé. L'ICO ne devrait même pas tarder. Bon, on a déjà répondu. Yes. Ce qui me dérangerait vraiment, c'est que pour attirer de gros investisseurs pour le projet Versity, ils soient compensés en actions et ADP à prix réduit. Je pose 100K. Alors, je ne vais pas continuer la question. Il faut, j'en ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Il faut dissocier la valeur boursière de les agences de papa, de SAS, de l'ICO Versity. C'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc on ne peut pas espérer investir dans l'ADP pour récupérer des tokens ou, à contrario, investir en token dans l'ICO et espérer récupérer des actions LADP. Ça n'a absolument rien à voir. Le seul truc où ça pouvait avoir à voir, c'est qu'on avait des investisseurs de LADP qui souhaitaient investir dans l'ICO. Mais ils auraient investi dans les deux choses séparément. Et que leur investissement dans la SAS dépendait de la manière dont ils pourraient investir dans l'ICO. Mais c'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Il n'y a aucun autre lien possible entre les deux. Donc voilà, je préfère couper court à toute discussion sur ce sujet. Il faut vraiment dissocier ces deux choses. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. Si vous avez investi dans l'ICO, ça suit sur cours en tant qu'ICO. Si vous décidez d'acheter des actions LADP, vous décidez d'acheter des actions LADP. C'est deux profils d'investisseurs différents sur deux systèmes d'investissement différents. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, peut-être que Claude et Nico interviendront dans un prochain AMA pour vraiment préciser tout ce contour-là, justement, des investissements, parce qu'ils ont plus, eux, de connaissances, notamment sur la partie boursière, que moi, honnêtement, Alexandre Berch, je ne l'ai pas. Voilà, je ne suis même pas investisseur boursier, donc voilà, et peut-être qu'ils répondront plus précisément à vos questions. Et je vous invite à être présent en live si jamais vous souhaitez avoir des réponses précises à ces sujets. Les investisseurs traditionnels ont une garantie, ce que nous ne trouvons pas dans les projets Web3 Meta Crypto.
mais on y viendra. D'où le risque élevé du Web3. Ok. C'est une affirmation. Julien. Bon, il parle tout de la même chose. C'est je viens de répondre. Alors Claude et Nico ont bien occupé à closer justement cette levée intermédiaire, vous l'expliquer. On sait qu'il y a eu une belle demande à ce qu'ils fassent un AMA. Donc dès qu'ils ont closé tout ça, on organisera ça pour que vous puissiez interagir directement avec eux et qu'est-ce que j'allais dire, et en effet ils pourront vous apporter beaucoup plus de précision sur les questions que vous pourriez avoir par rapport à tout ce qui touche à la bourse. Parce que, moi, encore moins que Monsieur Berch. Moi je suis vraiment fou du Uversity, ce qui se passe là c'est vrai que c'est des éléments de réponse que je peux pas avoir, en tout cas dans les précisions, comme je dis, être présent. Et pour ce faire, je réitère, n'hésitez pas à nous dire pourquoi pas déclencher via Antoine et ou les modés peut-être une enquête de quel jour, quelle heure vous seriez le plus dispo pour que ce soit le plus constructif possible. Ouais, et on essaiera de vous prévenir suffisamment à l'avance et pas 3 jours à l'avance comme d'habitude sur cette AMA de manière à ce que vous puissiez vous rendre disponible le cas échéant. Yes. Ça c'était bon. Petite pique. Mais c'est notre faute aussi. Alors, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un exemple de ce qui peut générer une vente d'un appartement, genre petit F2 Alice dans Versity. Je ne parle pas pas en valeur du token, mais en nombre. Ok. Exemple plus particulier, je veux mettre mon appartement en vente. Combien de tokens City faudra-t-il pour le mettre en vente? Combien faudra-t-il de tokens pour le modéliser? Si je passe par des agences de papa, ça me coûte 2 000 €, 2%. Est-ce qu'on va rester dans cet ordre de prix? Combien va toucher une personne qui va builder l'appart, sachant que si c'est un pro, il aura des charges? Et maintenant, combien l'acheteur paiera? Combien de City? Combien devra-t-il à l'architecte pour lui faire une simulation sur des futurs travaux? L'assureur devra payer. Bon, ok. En fait, toute cette politique tarifaire, elle n'est pas encore établie. Oula, excusez-moi, j'ai des travaux qui recommencent. Attends, je vais fermer ma porte. Ouais. Non, mais déjà, il y a 2 choses à différencier. Il y a, en effet, le fait d'être présent dans Versity. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, ça peut nécessiter une modélisation, ça peut nécessiter diverses choses. Et après, il y a le fait de bien Versity où en fait vous passez en direct avec le vendeur, qu'il soit particulier ou agence immobilière ou promoteur immobilier. Donc, la transaction se fait par son biais et donc avec ses frais d'agence classiques ou les frais d'agence qu'il voudra appliquer dans Versity. Et la troisième chose, il faut différencier Versity des agences de papa. Les agences de papa est une agence immobilière au même titre que les Century 21, j'allais dire ERA Immobilier, etc. Et donc si Versity si les agences de papa veulent être présentes dans Versity, elles devront se conformer aux mêmes exigences qu'un Stéphane Plaza, un Century 21, etc. Et en effet, on pourrait avoir des frais d'agence à 2 000 € parce que c'est leur politique tarifaire, mais parce que c'est leur politique tarifaire d'agence. Donc bien différencier le coût pour un particulier, un pro, pour être présent dans Versity, donc le coût de modélisation. Différencier le coût de la transaction immobilière qui se fait avec le vendeur, donc particulier ou agence, à ces conditions, et différencier les agences de papa, agences immobilières, et Versity qui est plus un seul jeu. Ça, c'est les 3 choses vraiment à différencier. Pour ce qui est du tarif des modélisations en elle-même, je vais arriver à faire un accord de genre qui tient la route. Donc pour ce qui est de la tarification des modifications en elle-même, au même titre que les autres tarifications, ça fera partie de tout le pricing qu'on vous partagera sous peu. Yes. Et qui seront liés aux études de marché qu'on est en train de réaliser. Autre question. Si j'ai bien compris, les agences de papa, c'est plus une plateforme du mois qui n'a pas de vrais agents du mot, juste des commerciaux qui mettent en relation des particuliers. T'as bien compris. Pour les visites, vous utilisez la start. Enfin, bien qu'on fait quand même de la sélection d'acquéreurs. Mais bon.
Et c'est pour ça qu'on a une carte T, et c'est pour ça qu'on prend des mandats. Pour les visites, vous utilisez la Startup Flatsi. Oui, pas toujours, mais oui, c'est vrai. Une vraie agence immobilière, lorsqu'elle prend un mandat, engage sa responsabilité, notamment sur le devoir de conseil. Oui, c'est le cas. Lorsqu'un professionnel se trouve entre deux particuliers, c'est toujours le professionnel qui trinque. Versity s'engagera-t-il en cas de litige, mauvaise estimation? Je parle en connaissance de cause. Alors nous, Versity ne prendra pas de responsabilité parce que Versity n'est un diffuseur et non pas un agent immobilier. Versity, c'est se loger. Se loger aujourd'hui n'est pas responsable de litige en cas de transaction immobilière entre deux particuliers. Et donc ce sera pas non plus le cas pour Versity, qui se veut être un néo-MLS comme l'est aujourd'hui Se Loger, Le Bon Coin ou autre. Donc non, il n'y aura pas d'engagement. Non, encore une fois, bien différencier l'activité Les Agences de Papa, qui est une agence immobilière, et Versity, qui est un diffuseur d'annonces immobilières. Yes. Versity n'est pas une agence immobilière. Julien qui demande si je comprends bien, fin de l'ICO fin juin. Fin de l'ICO, en tout cas imminente, donc avant fin juin. Lolo et Goro Julius, suite à l'article sur Boursorama, comment ils peuvent se permettre de restructurer les effectifs et en même temps créer Versity, qui emploie je ne sais pas combien de personnes sans aucun rentrée d'argent. L'article que tu as envoyé n'est pas vraiment en adéquation avec ce qu'ils ambitionnent. Ils peuvent restructurer les effectifs liés à Versity et dans ce cas-là, retarder encore le projet. Alors, il y a une restructuration de la SAS et l'ADP liée effectivement à la levée de fonds qu'il devait y avoir. Et comme elle n'a pas lieu tout de suite et qu'elle est reportée, il y a une nécessité de restructurer les effectifs pour justement être bénéfique au projet Versity. On va reconcentrer les énergies et les personnes sur le projet Versity de manière à rester en activité sur LADP et continuer en tout cas sur les projets qui sont en cours sur LADP, mais recentrer les énergies et les effectifs sur le projet Versity, d'où la restructuration. Mathieu, tu as un truc? Non, c'est bon. Okay. Vous avez sûrement vu la nouvelle version de Unreal qui a beaucoup fait parler avec tous ces incroyables trailers. Cette mise à jour sera-t-elle utile sur la 3D du projet? Si oui, dans quel sens? Matt, je te laisse répondre parce que j'ai pas de réponse. Alors oui, évidemment, mise à jour. Aujourd'hui, on est toujours sur le 5.1 et il y aura un passage sur le 5.2. Je sais pas à quel moment là pour vous donner une date. Donc ça c'est 1. Et 2, on se garde bien fort dans un coin de la tête aussi d'utiliser leur builder et peut-être pourquoi pas faire des tests de Versity directement sur une île Fortnite. Enfin le builder Fortnite pardon et pas une île et commencer à après Verse, donc le nouveau langage de dev justement de ce builder. Donc oui, on a bien vu les modifs. On a vu que Epic Games arrive pour péter tout le game du game avec justement leurs modifs et aussi le fait de sortir cette plateforme d'assets folle où sur une plateforme Epic tu pourras acheter même des trucs pour Unity, du Roblox et compagnie, parce qu'ils sont quand même là à se dire on va prendre tous les trucs des concurrents et on va les vendre chez nous. C'est génial. Donc oui, on a bien suivi, oui, on regarde ça d'un coin de l'œil, mais après ça fait pas partie des priorités. On a parlé de l'importance des priorités et aussi au vu de la situation. Donc aujourd'hui, c'est pas dans nos prios, mais on l'a très très bien en tête et à la marge, on se fait quand même 2-3 tests pour regarder comment ça fait. Merci. Et dernière question. Pour ceux qui ont gagné un parcelle initié lors de l'achat des 1000 premiers sur le round 2, quand est-ce qu'on va savoir lequel on a gagné et comment on va le savoir? Merci pour les réponses. En fait, on est en train de finaliser toute la partie print justement des NFT avec notre prestataire. On va finaliser ça là dans les jours qui
week-end et les annonces qu'on fait dans la foulée. Voilà, Matt, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Non, en gros, le timing, on va dire Listing City et airdrop, enfin très simple, des NFT pour les investisseurs, on est à peu près dans le même timing. Ouais. Donc voilà, là, toutes ces choses devraient voir le jour. Là, vous allez avoir de la com là donc on va dire qu'on est en mai. Courant du mois de mai, on va établir un plan stratégique de communication justement sur le listing NFT et Tipeee et les mints dans la foulée. Donc voilà. Yes. Voilà, on a fini la liste de questions. 13h08, on a un tout petit peu dépassé. Je sais pas si on a autre chose à annoncer, Matt. Du coup, on a fait quelques annonces pendant l'AME. Autre chose que tu veux ajouter? Non, il y a Clément là, qui nous pose une petite question. Après listing, nous pourrons récupérer le TGE de notre investissement. Sera-t-il possible de transférer sur l'exchange afin de trader dès que listing a été effectué? TGE, vesting. Le TGE vesting, normalement, c'est dans le smart contract. Donc, de toute façon, qu'on soit sur la plateforme ou ou ailleurs, pour faire très simple, quel que soit l'endroit, les conditions devront être tenues. Donc, Clément est en train d'écrire. Ah bah, à partir du moment où tu respectes, alors oui, pardon. Clément nous dit, je veux dire, sera-t-il les tradés immédiatement qu'ils sont libérés, ou il faudra attendre une fonction de retrait? Bah non, ils seront tradables à partir du moment où les logs vestes suivant le TGE sont arrivés. Donc il faudra suivre ça. Une fois en effet, dès qu'ils sont déloqués, oui, ils pourront être tradés. En fonction de quand tu es rentré, à quelle rente tu es rentré, il y a des logs différents. Donc, trader immédiatement quand tu les reçois dans ton wallet, non. Trader immédiatement après la période de veste et lock, oui. D'accord, c'est le TGE qui est lock ou il y a un lock après le TGE avant vesting. Ah, attends. Désolé, j'ai faim. Tu vas manger quoi? Je vais manger du TGE. Attends, c'est le TGE qui est lock ou il y a un lock après le TGE avant le vesting? Non, t'as si je dis pas de conneries, donc tu as ton TGE, donc on te libère au fur et à mesure tes cities, et à partir du moment où ils arrivent, tes logs, je crois. Je crois que je vais te dire des conneries. On regarde ça de plus près. On te fait une réponse plus. L'intermédiaire d'Antoine d'Antoine ou les modèles sur Discord, on me fera une réponse, Clément. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Bon, ouais, ok. Ouais. Ok. Bon, on a fait le tour. Je crois que tout le monde a faim. Mathieu le premier. Donc, bonne journée à tous. Yes, bonne journée à tous. Bonne journée Yamakasi 20 qui vient d'arriver. Nous on s'en va. C'était un plaisir de dire bon. Il y a eu des alphas un peu ou pas? Des alphas. Des infos, j'imagine. Ah, des infos, peut-être. Correcteur. Bon, des infos, j'espère qu'on en a eu. On a essayé, justement, parce qu'il y a des questions sur ces 3 semaines, de faire l'exercice, de répondre à des questions auxquelles on n'avait pas déjà répondu par la suite. Donc, on n'a pas répondu à toutes les questions qui ont été posées. On a essayé de se concentrer sur les nouvelles pour justement qu'il y ait des infos. Voilà, j'espère en tout cas qu'on vous a éclairci pas mal de points en toute transparence comme d'hab, et voilà, et à bientôt pour d'autres questions. C'est moi qui ai faim, c'est Alex. Bye. Moment de vous faire des bisous. Désolé. Et de vous souhaiter de passer une bonne journée à tous. Pas du tout, c'est très bien fait. Mais en tout cas, merci d'avoir été présents, les habitués, et à très vite. Ouais, et comme dirait Antoine, bisous les nounous. Voilà. Allez,
keep in touch. Ciao. Ciao.